Coucou les addicts, c'est Aurélie. Bienvenue sur mon 71e décryptage. J'ai presque du mal à croire que je suis en train de dire ça. En attendant des nouvelles de la saison 6, je continue à essayer d'occuper ce Outlander avec mes analyses de la saison 4 que je connais finalement assez mal et je redécouvre vraiment les épisodes en même temps que je fais mes décryptages. Donc pour moi, c'est super intéressant. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je parlais là de la saison 6, donc on a quand même très peu de nouvelles. Pour ceux qui sont sur les groupes, vous avez peut-être vu passer cette info comme quoi la saison 6 sortirait le 24 octobre. Personnellement, je prends cette information avec la plus grande des prudences, voire même je ne pense pas qu'elle soit fondée. C'est tout simplement venu d'un comment on appelle ça ? D'un compte à rebours qui a été créé certainement par un fan sur un site de compte à rebours, mais en mettant une date fictive de sortie de la saison 6. Et sans doute que ce compte à rebours sera réajusté en temps voulu, mais voilà. Moi, j'y crois pas trop. On attend plutôt d'avoir des nouvelles fiables de la part de la production. Je pense que c'est plus sérieux. Alors, ce que je voulais également vous dire, c'est qu'à partir de maintenant et de ce décryptage de cet épisode, je publierai à chaque fois une analyse de l'épisode par Richard Rankin, l'interprète de Roger Mackenzie Wakefield. C'est des interviews qui durent 3-4 minutes. Vraiment super sympathique, cet acteur. Il analyse les choses avec beaucoup de profondeur, notamment par rapport à son personnage. C'est très rare de l'avoir seul en interview et quand il est présent, c'est souvent avec les autres acteurs et je trouve que il est effacé par le leadership de Sam et Katrina Balfe. Je leur reproche rien, mais voilà, c'est un fait. Ce sont eux les leaders de la série, donc forcément, c'est eux qu'on a envie d'entendre. Mais franchement, Richard Rankin mérite d'être entendu, donc je vous le proposerai pour chaque épisode où c'est disponible. Je crois qu'il y a un épisode peut-être où on voit moins Roger et du coup il n'y a pas d'interview, mais voilà. Je vous mettrai ça. Et cette fois-ci sur le site internet, j'ai ajouté un lien où vous pourrez accéder à des photos des coulisses du tournage de cet épisode. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des fans, des énormes fans qui font une sorte de tournée en Écosse pendant le tournage des saisons d'Outlander. Et en fait, ils essayent de suivre et d'avoir les infos pour savoir où vont se tourner les scènes et les épisodes. Et donc là, ils ont réussi à pister les acteurs et ils les ont suivis sur le tournage. Donc ils savaient en avant-première qu'on reverrait Frank et Lyrie dans cette saison 4, mais ils ont bien tenu leur langue. Donc vous trouvez le lien et vers ces photos sur mon site internet. Allez, c'est parti. Et je commence comme d'habitude avec mes impressions générales et donc je commence par le titre. Le titre en version originale c'est Down the Rabbit Hole et c'est une référence directe à Alice au Pays des Merveilles. Ça veut dire le terrier du lapin, le trou du lapin. C'est Alice qui suit ce lapin avec sa montre à gousset dans son terrier. En français ils l'ont traduit, ils ont intitulé l'épisode De l'autre côté et ça reste dans les références à Alice au Pays des Merveilles. Puisque le deuxième livre, entre guillemets la suite d'Alice au Pays des Merveilles, c'est De l'autre côté du miroir. Et en fait, il représente bien le thème de l'épisode, puisque l'aventure commence vraiment pour Brianna et Roger, qui se retrouvent de l'autre côté, non pas du miroir, mais des pierres. Et la title card, ce qui est en tout début d'épisode, c'est un clin d'œil au sandwich que Claire se prépare dans la saison 3, juste avant de repasser les pierres pour la troisième fois pour le coup. Et c'est un sandwich au beurre de cacahuètes et confiture et Brianna se fait le même. Le scénario a été écrit par Shannon Goss et je pense que avec tous les parallèles que j'arrive à faire, c'est cette scénariste qui avait aussi coécrit l'épisode 11 de la saison 3, Uncharted, traduit En territoire inconnu en français. Et c'est cet épisode au début duquel Claire réalise une longue marche à travers la jungle toute seule. Et dans cet épisode, mais on a Brianna qui est toute seule. Alors c'est pas dans la jungle, c'est dans l'aridité la rudesse des paysages écossais avec de la neige.
Donc c'est assez marrant, parfois comme les scénarios se répètent. Et la réalisatrice, là encore, certainement pas un hasard, c'est Jennifer Getzinger. Et elle avait dirigé dans la saison 3 les épisodes qui se passaient à Lallybroch et dans lesquels on voyait Frank, notamment dans Surrender. C'est l'épisode 3. Alors, je ne sais plus comment ça a été traduit, ça. Enfin bref, c'est l'épisode 3 de la saison 3. Et puis, où il y avait également Lyrie. Et ça, c'est dans l'épisode La première femme, First Wife, dans l'épisode 8 de cette saison 3. Et ce qu'on peut d'ores et déjà remarquer, c'est que c'est un épisode complet et entier sans Claire et Jamie, ce qui n'est absolument jamais arrivé dans l'histoire d'Outlander. Jamie avait été complètement absent de l'épisode 14 dans la saison 1, cet épisode où Claire, avec Jenny puis Myrta, cherche Jamie, justement, qui a été arrêté par les Anglais. Donc les auteurs expliquent que ça fait un repos bien mérité pour les acteurs leaders de la série. Ça, je veux bien le croire. Et en même temps, je sais pas pour vous, mais moi, ils m'ont pas manqué dans l'épisode. Je trouve que les acteurs présents dans cet épisode ont vraiment bien tenu leur rôle et m'ont fait oublier que Claire et Jamie n'étaient pas là. En fait, c'est l'aventure de Brianna et puis celle de Roger. Et je pense que c'était important qu'ils soient mis en avant et qu'on les découvre un peu mieux pour ce qu'ils sont et qu'on les découvre seuls et non pas en interaction avec d'autres personnages. Ce sont des personnages qui vont avoir leur importance dans la suite de la série. Et même si, évidemment, Outlander, c'est l'histoire de Claire et Jamie, et ça, je suis la première à le dire, c'est quand même important qu'on s'intéresse aux autres. Et cet épisode retrouve des airs d'Écosse, une sorte de retour aux origines. Ça fait du bien. Moi, j'ai bien aimé retrouver des décors, des musiques aux tonalités écossaises. On retrouve aussi, bien sûr, des personnages de la saison 1 avec Lyrie et Frank, et puis aussi Yann, le père. Retour aussi des costumes que Claire portait dans les premières saisons. Puisque c'est Brianna qui en hérite. Et ça, l'histoire des costumes réutilisés, j'en ai déjà parlé. C'est une astuce qui est... Enfin, c'est pas une astuce, mais c'est une volonté de la costumière en chef de la série, Terry Dresbach. Ça leur demande un temps tellement énorme et de créer ces costumes que quand ils ont l'occasion de les réutiliser, franchement, ils sautent sur l'occasion. Et en parlant costume, celui de Roger peut paraître assez déroutant, voire même assez étrange au premier abord. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, ce pantalon qui n'est pas un pantalon, mais qui est un pantacourt. Ça fait un look assez spécial. Mais en fait, et ça, vous retrouverez les détails, je les ai mis sur mon site internet dans l'article consacré à l'épisode. On peut imaginer que c'est Roger qui a complètement... conçu ce costume et il l'a fait en utilisant des pièces de vêtements, des vêtements qu'il possède déjà et qu'on peut voir dans d'autres épisodes, soit de la saison 3 ou soit de la saison 4, début de saison 4. Et en fait, même si son look est assez déroutant avec ce pantacourt, ça correspond assez bien au look des marins de l'époque. Et donc, Roger étant un historien, il avait peut-être quand même étudié un petit peu la question et il s'était peut-être quand même bien projeté sur le fait qu'à défaut de pouvoir soit se payer un billet ou soit pouvoir embarquer comme ça, il allait proposer ses services en tant que marin. Cet épisode nous propose aussi beaucoup de flashbacks avec Frank, surtout des flashbacks qui concernent les derniers jours avant sa mort. Et ces flashbacks nous éclairent sur ce qu'il savait et aussi sur son état d'esprit. Et je trouve qu'à la lumière de cet épisode, on peut faire une lecture légèrement différente des épisodes de la saison 3 et de ses disputes avec Claire aussi. Un épisode marqué par beaucoup de tensions, que ce soit en Écosse avec Brianna ou sur le bateau de Roger et Stephen Bonnet. Et épisode qui pour moi aussi est quand même un tourbillon d'émotions, et notamment pour l'histoire de Frank avec Brianna. Et pour finir, je le dis dans mes impressions générales parce que ça me semble important, c'est un épisode qui est vraiment très très éloigné du roman et qui a généré beaucoup d'insatisfaction sur les fans de la première heure des romans.
Ceux qui ont lu ces passages dans le tome 4 le savent. Ça ne ressemble pas du tout, mais je vais l'expliquer. Et ça me pousse à dire que le livre, c'est le livre, et la série, c'est la série. La série reste une adaptation. Parfois, les auteurs ont des choix à faire qui sont cruels pour eux. Puis parfois, ils doivent aussi le faire pour des questions d'aspect dramatique de la série. Certaines choses prennent leur temps dans le livre et c'est pas forcément possible pour la télévision, en fait. Il faut créer du dynamisme, il faut créer des tensions. Donc, ça les pousse à faire certaines transformations. Et moi, je considère que pour apprécier cet épisode, il faut absolument se focaliser sur la façon dont est construite la série et non pas le roman. C'est un épisode qui est ultra créatif. La présence de Lyrie et de Frank nous permet d'aller découvrir en profondeur la personnalité de Brianna. Et comme je le disais il y a quelques instants, c'est hyper important. Donc moi, cet épisode, je l'adore. Enfin, je le préfère au précédent, qui avait pourtant beaucoup de qualités. Et je crois que c'est celui que je préfère de la saison 4 jusqu'à maintenant. Il y en a d'autres à venir, donc je sais qu'ils sont très très bons. Mais celui-là, quand je l'ai redécouvert, vraiment, il m'a beaucoup plu et je vais en parler. Et je passe à ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu dans l'épisode. Et je commence par mon flop. C'est un tout petit peu en rapport avec ce dont je viens de parler. Moi, le flop de l'épisode, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de temps passé à la Librock. Pour moi, ces passages sont vraiment expédiés et je trouve ça dommage. Et je le dis plutôt en tant que spectatrice de la série qu'en tant que lectrice. Yann dit qu'il comprend que Brianna est pressée, mais là, franchement, on a l'impression qu'elle est restée 1 heure à la Librock, le temps de dire qui elle est, de récupérer les vêtements de Claire, et hop, c'est parti, direction le port. De la même façon, sur le quai, lorsque Brianna et Yann sont ensemble, c'est même pas une scène d'1 minute. Je trouve qu'il s'efface un peu trop vite. Alors, il est sans doute encore là au moment où le bateau part et prend le large, mais bien sûr, on ne le voit pas. Et ouais, là, je trouve que c'est un peu décevant. On aurait quand même aimé un tout petit peu plus d'interaction entre Brianna et Yann Père. Et je parlais tout à l'heure de la déception des fans des romans, et je développe un petit peu parce que c'est important. Brianna, lorsqu'elle est à la Librock dans le roman, elle ressent cet esprit de famille. Elle prend conscience aussi que c'est important pour elle et elle en est heureuse en fait de découvrir qu'elle a cette famille autour d'elle. D'ailleurs, il y a une petite réplique de Yann dans l'épisode. C'est un clin d'œil et heureusement qu'il y a ça. À ce moment-là de sa vie, Brianna a perdu son père. Sa mère est repartie 2 siècles en arrière et pour l'instant, elle ne l'a pas retrouvé. Et que ce soit Claire ou Frank, n'avaient pas vraiment de famille proche, donc Brianna est toute seule. Et voilà. Et là, elle prend conscience de l'importance de la famille. On découvre aussi dans le roman qu'elle est le portrait craché d'Hélène, la mère de Jamie. Et voilà. Et dans la série, comme ils ont fait le choix d'effacer la date sur l'avis de décès de Claire et Jamie, il y a une urgence pour Brianna de partir vers eux et de partir en Amérique. Urgence qui n'est pas du tout présente dans le livre. Donc voilà. Et les auteurs aussi, pour la série, ont expliqué que pour l'aspect dramatique, il n'était pas possible d'y passer trop de temps. Il faut que ça avance. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à traiter dans la saison 4. Et voilà. Ils n'ont pas souhaité consacrer du temps à ces moments de vie en famille. Et je pense que ça, c'est notamment lié à l'absence de l'actrice qui interprète Jenny, Laura Donnelly, qui était prévue en fait dans la saison 4. Et les auteurs l'ont attendue jusqu'à quasiment au dernier moment, à la dernière minute, en pensant qu'elle pourrait peut-être se libérer pour tourner. Mais à ce moment-là, elle jouait dans une pièce de théâtre à Londres et vraiment, voilà, elle a pas pris le tour de venir sur Outlander. Donc les auteurs ont dû composer avec cette absence, lourde absence, parce que Jenny tient un grand rôle dans les romans. Et c'est vrai qu'on aurait aimé voir Brianna rencontrer Jenny dans la série aussi. Mais voilà, vous voyez, ça fait vraiment partie des impondérables. Et donc, ils ont dû réécrire complètement le scénario, mais en urgence. Ça s'est vraiment fait à la dernière minute.
Donc voilà, quand même pour mon flop. Pas forcément lié, voyez, au roman, mais quand même. En tant que spectateur, je pense qu'on s'attendait à ce que les interactions soient un peu plus longues entre Brianna et Ian. Et mon top, c'est la fin de l'épisode, les dernières secondes de l'épisode. Moi, je me suis noyée dans mes larmes. Et si on en est là à la fin de l'épisode, c'est grâce à la construction justement de cet épisode. Et je vais en parler dans le détail tout de suite après. Donc la fin de l'épisode, c'est Brianna qui voit le fantôme de Frank au loin, après que le père de Lizzie lui ait fait lui-même ses adieux. Donc il y a une espèce de mise en parallèle qui est évident. Et donc Brianna, elle, de son côté, fait ses adieux à Frank, et pour de bon. On n'avait pas vu trop interagir Frank et Brianna dans la saison 3, donc voilà, l'épisode rattrape un peu ça, je vais en parler. Et donc on voit, et Brianna voit Frank en train d'acquiescer de la tête, il semble donner sa bénédiction à son départ, il approuve son choix, et Frank a réussi sa mission de père, il a rendu Brianna apte à affronter sa vie d'adulte et à faire ses propres choix, et on prend conscience dans cette scène et dans son regard, dans ses mouvements de tête, que tout ce qu'il a fait, c'est par amour. Et il y a ce soupir qui en dit long, voilà, comme s'il pouvait la lâcher un peu et qu'elle pouvait voler de ses propres ailes. Mais il sera toujours avec elle, et Brianna peut puiser dans la force de son amour. Peu importe les reproches qu'elle se fait, il est là, il sera toujours avec elle. Et donc je le disais, c'est un véritable revoir. Elle peut maintenant aller trouver cet autre père et ouvrir un peu de son cœur à Jamie. C'est comme si Frank l'y autorisait quelque part et voilà, lui l'a conforté dans les choix qu'elle a faits. Donc voilà pourquoi j'aime cette scène. Je la trouve vraiment très très émouvante. Et Brianna aussi, lorsqu'elle se retourne et qu'elle voit que le fantôme de Frank n'est plus là, elle a ce sourire au coin des lèvres. Elle semble soulagée en fait. Et c'est la conclusion de toute cette histoire et de la culpabilité qu'elle peut éprouver. Mais j'en parle tout de suite après. Donc je vous le disais, pour mon premier thème, j'ai choisi de vous parler de la relation, de ce qui se passe dans l'épisode entre Frank et Brianna. Et je disais en introduction que Frank nous permet d'obtenir de la profondeur pour le personnage de Brianna. On en apprend vraiment beaucoup plus sur elle. Elle est seule dans l'épisode, elle n'est pas en interaction avec Claire ou avec Roger, comme on l'a toujours vu dans les épisodes de la saison 2, 3 ou même 4. Et grâce au flashback, on comprend aussi beaucoup mieux son état d'esprit et ses coups de gueule du tout dernier épisode de la saison 2, où on pouvait la trouver vraiment hargneuse vis-à-vis de sa mère. Et en fait, on comprend dans l'épisode là qu'elle a beaucoup de culpabilité et qu'elle est en colère, aussi bien contre elle-même que contre Claire finalement. Et donc, je reviens au début de l'épisode qui commence peu de temps après la fin de l'épisode 5, où on a voyé à Craignadoon pendant que Roger lisait sa lettre. Brianna se retrouve toute seule dans le paysage enneigé de l'Écosse. La lumière de ces scènes, c'est assez surprenant au début d'épisode, puisqu'on était quand même habitué à cette luminosité différente pour figurer la Caroline du Nord. Et je trouve que la lumière des scènes est très froide. Ça rend assez bien, finalement, l'ambiance du début d'épisode. Et je le disais tout à l'heure, c'est un miroir à l'épisode 11 de la saison 3 où Claire est dans la jungle. Ce sont toutes les deux des étrangères qui sont en territoire inconnu. Et donc, on a Brianna seule pendant plus de 6 minutes, sans dialogue ou sans parole. Et on découvre que Brianna a un peu préparé son départ. Dans sa petite sacoche, son petit sac, elle a mis des allumettes, une carte, un compas, un sandwich et d'autres petites choses. Mais sa tenue est quand même franchement largement inadaptée. Il a l'air de faire très très froid et elle me semble quand même plutôt habillée petitement. Et sa tenue, ça vous le trouvez aussi sur mon site internet Terry Dresbach. C'est peut-être pas cette costumière-là qui l'explique, peu importe. C'est un clin d'œil au roman et pas tellement à la tenue de Brianna lorsqu'elle passe les pierres, mais à la tenue de Claire dans la saison 3 ou dans le roman, dans le tome 3, puisque Claire, pour son deuxième passage, s'est acheté une robe
Alors c'est Gunne & Sachs, c'est une marque américaine qui n'existe plus maintenant, hein, mais c'est une ligne de vêtements qui était en vogue dans les années 70, qui avait des inspirations un peu à l'ancienne, avec des vêtements, avec des corsets. Vous retrouviez différents thèmes, Renaissance, Moyen-Âge ou époque victorienne, vous voyez. Donc c'est tout à fait l'endroit où effectivement on pouvait se rendre pour trouver des vêtements à la mode du 18e. Bon, cela dit, voilà, les tissus me semblent un peu légers pour l'Écosse. Et si ce périple de Brianna seul peut sembler long et douloureux et comme une perte de temps aussi, certains fans, j'ai lu ce qu'ils écrivaient à l'époque de la diffusion, trouvaient que c'était du temps perdu en fait. Mais au contraire, moi je trouve que ça... Alors 6 minutes, c'est quand même pas énorme, mais ça montre bien le poids de la décision qu'a pris Brianna. C'est pas si facile. Et voilà, on voit avec elle que son cheminement et son parcours est semé d'embûches, au propre comme au figuré d'ailleurs. Et voilà, la blessure à la cheville, qu'elle se fait assez rapidement, ça ajoute à ses difficultés. Le seul bémol pour moi par rapport à cette blessure, c'est que je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas trouvé quelque chose pour se faire une canne ou une sorte d'attelle, pourquoi pas, à défaut de grandes branches. Notamment au début, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'arbres autour d'elle. Enfin voilà, ça c'est le petit bémol que je mettrais. Et voilà, je passe au premier flashback, à son premier rêve, où on la voit endormie dans la voiture, et puis l'image de Frank en papa protecteur qui sort sa petite fille de la voiture avec des paroles assez douces. C'est un parallèle avec ce qui a dû se passer dans la réalité pour elle. Hein. Elle a dû se faire porter pour se faire mettre dans une calèche et se faire emmener dans un lit. Donc ça doit être dans un semi-rêve réalité. Mais c'est la première fois là qu'on voit Frank et je trouve que la présence de Tobias Menzies, c'est une surprise pour les fans, mais c'est une présence qui est bienvenue et qui comble vraiment les manques de la saison 3 à propos de l'histoire de Brianna avec Frank. La saison 3 s'était surtout focalisée sur la relation de Claire avec Frank. Et ce qui était très bien d'ailleurs, il y avait certainement peut-être pas la place pour développer cette autre relation, mais ça pouvait manquer. Et je trouve qu'en ce milieu de saison 4, c'est bien qu'on n'oublie pas que Brianna a eu un père qui l'a élevé pendant 20 ans. Là, elle se dirige droit vers Jamie, mais n'oubliez pas que Frank l'a élevée comme sa propre fille. Et voilà, on a fait une fille apte, comme je le disais, à affronter les difficultés de sa vie d'adulte. Le deuxième flashback, c'est encore un parallèle avec une situation réelle et une situation qu'elle a vécue, puisque c'est Lyri et Yann Père qui sont en train de se disputer au rez-de-chaussée. Et donc, Brianna la revoit dans son rêve semi-réalité, la dispute de Claire et Frank le soir de la remise de diplôme dans l'épisode 3 de la saison 3. Donc, on sait maintenant que Brianna a tout entendu. Et qu'elle était au courant des disputes qu'il pouvait y avoir entre ses parents. On ne voit pas Claire, on l'entend. Et je trouve ça très bien que les scénaristes n'aient pas inclus des images de la saison 3 et qu'on l'ait comme ça juste en fond sonore. Ce n'est pas de Claire qu'il s'agit là, mais c'est vraiment pour illustrer l'état d'esprit de Brianna. Donc, très contente qu'on ne voit pas Claire. Le troisième flashback, je les prends dans l'ordre, vous voyez, c'est celui où Frank est au bureau et où il vient de recevoir la lettre du révérend Wakefield. Et ce troisième flashback arrive après la discussion entre Brianna et Joanie au sujet de leurs parents qui n'a pas été aimé en retour. Donc encore un parallèle. Et là, on découvre dans ce flashback que Frank est vraiment très mal parce qu'il a compris que Claire allait repartir, sans savoir quand. Et bien sûr, sans savoir que ce serait après sa mort. Pour Brianna, les noms sur l'avis de décès ne lui disent rien. Et pour cause, à ce moment-là, elle est bien loin d'imaginer toute l'histoire de sa mère. Et Frank, on le voit, il cherche à se protéger, à protéger Brianna contre le futur abandon de Claire. Mais il ne peut se résoudre à tout dire à Brianna. On sent à un moment donné qu'il va peut-être le faire. Ça serait le bon moment.
Mais non, il l'aime vraiment trop pour bouleverser son monde et donc il ne lui dit rien. Et je disais tout à l'heure, hein, ça c'est vraiment une scène qui apporte une toute autre lumière à la dernière dispute de Claire avec Frank, lorsque Claire lui dit cette quantité de temps n'existe pas. Enfin, ouais, Frank a vraiment le cœur brisé de découvrir que Claire est repartie vers Jamie. Et après Brianna, c'est Claire qui comptait énormément pour lui. On en prend encore plus conscience là dans l'épisode, même si dans la saison 3, on pouvait lui faire le reproche de son infidélité. Ouais, il a toujours aimé Claire plus que tout. Enfin, pas plus que Brianna, mais ouais, plus que tout. Le quatrième flashback, c'est la suite immédiate du précédent. Hein. Brianna débarque au petit matin avec du thé et des excuses. Et là, il y a comme un petit clin d'œil à l'épisode précédent où Lord John Grey disait que sa femme Isobel disait et pensait qu'il n'y avait rien qu'une tasse de thé ne puisse résoudre. Et donc, voilà, le petit clin d'œil. Brianna arrive avec du thé. Elle essaye de faire plaisir à Frank. Et c'est là qu'arrive la proposition de Frank d'étudier à l'étranger. Hein. Donc, il a déjà en tête de repartir vers l'Angleterre. Et si vous vous souvenez, dans la saison 3, lors de leur dernière dispute, Frank était sûr de lui lorsqu'il disait à Claire que Brianna le suivrait dans son projet de retourner en Angleterre. Et voilà. Sauf qu'en fait, en réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et ça, on le voit dans le 5e flashback. Donc, Frank est dans la voiture juste après la dispute et l'annonce du divorce à Claire. Et on comprend mieux là aussi pourquoi Frank a décidé à ce moment-là de parler divorce avec Claire. Jusqu'à là, il y avait peut-être pensé, mais il n'avait jamais pu s'y résoudre. Et là, on comprend pourquoi ça s'est arrivé à ce moment-là dans la saison 3. Il y avait des éléments qu'on n'avait pas. Alors pour Brianna, en revanche, c'est un gros choc. Elle minimise les disputes de ses parents et bien sûr, comme tout enfant qui voit ses parents divorcer ou qui ont le projet de le faire, elle craint l'éclatement de sa famille et bien sûr l'explosion de tous ses repères. Et comme un bon père, Frank l'assure de son amour et puis de celui de Claire envers elle. Bien sûr qu'un divorce ne change rien dans l'amour que les parents éprouvent pour leur enfant, ça c'est évident. Et donc je disais, malgré les certitudes de Frank que Brianna allait le suivre, sous le coup de la colère et de sa grande déception, elle lui dit plutôt non en fait, hein, même si c'est pas comme ça exprimé, mais c'est ce qu'on sent. Et elle dit à Frank que ce n'était pas ça le plan, on voit que Brianna avait idéalisé un futur aux côtés de son père, et donc lorsqu'elle quitte la voiture, elle est quand même fâchée. Et elle ne répond pas au « je t'aime » que lui adresse Frank. Et ouais, c'est dur. Hein. Je disais, Outlander, c'est l'histoire de Claire et Jamie, vraiment. Mais là, on observe leur fille en train de traverser un moment assez pénible et assez difficile. Et personnellement, je n'y suis pas du tout insensible. Moi, ça me touche beaucoup. Frank dit à Brianna que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut tout faire pour aller de l'avant. En anglais, c'est « soldier on ». Ouais, ça veut dire se battre et aller de l'avant, en fait. Difficile pour Brianna à ce moment-là. Et dans son dernier flashback, elle se revoit sur la tombe de Frank. Donc ça doit être quelques jours après sa mort et juste après qu'il ait été enterré, puisque la terre est encore fraîche, remuée. Et on voit tout le poids de sa culpabilité. Et ça, c'est horrible. Vous avez peut-être ressenti ce sentiment à la mort d'un de vos proches. On ne sait jamais ce qu'on aurait pu dire ou faire. Il y a toujours des regrets, en fait. Hein. Et ça me fait un parallèle entre... cette scène me fait penser à un moment de la saison 5, puisqu'on l'a déjà eu au moment où je fais ce décryptage, mais c'est Jocasta qui dit à Jamie, juste après la mort de Murtagh, on ne sait jamais quel jour sera le dernier. Et Brianna, là, elle regrette clairement de ne pas avoir répondu « je t'aime » à son père au moment où il est sorti de la voiture. C'est triste. Et ce qu'on voit aussi, et qui ajoute pour moi à cette grande tristesse, c'est que Brianna n'a sans doute pas parlé de tout ça à Claire. Et probablement qu'elle n'a personne à qui se confier et elle se retrouve vraiment seule face à ses sentiments et face à sa grande culpabilité. Donc c'est compliqué.
Et donc, et j'en ai parlé dans mon top, il y a cette scène finale qui arrive après tout ce cheminement et après toute cette construction. Et il y a cette idée que Brianna peut peut-être se sentir déloyale vis-à-vis de Frank alors qu'elle se met en quête de Jamie. Mais au final, voilà, il y a une sorte de réconciliation où en tout cas, on ressent que Brianna fait un peu la paix avec elle-même sur son histoire et sur ses derniers moments avec Frank. Je reste en Écosse et je vais vous parler de Lyrie, ce personnage que l'on adore détester. Et je pense que la présence de Lyrie dans l'épisode n'est pas tellement pour qu'on découvre un peu plus Lyrie, parce que franchement, entre nous, on n'en a quand même vraiment rien à faire. Mais ce personnage est là pour mettre en lumière Brianna et certains aspects de sa personnalité. Et à ce titre, je trouve que c'est pari réussi. Au début de l'épisode, on observe une Lyrie aux petits soins. Elle dit qu'elle n'est pas très riche, et pourtant elle recueille Brianna, elle la nourrit, elle la rhabille pour la rigueur du climat écossais. Je trouve qu'elle fait preuve d'une grande bonté. Et on se dit même que peut-être que si on croisait cette femme, on pourrait s'entendre avec elle, parce qu'elle a un côté sympathique. Alors, je mets un bémol, un côté sympa si on n'est pas en conflit avec elle au sujet d'un grand et séduisant homme aux cheveux roux. Ce qu'on voit aussi là, c'est que Lyrie est une bonne mère. Elle se fait du souci pour Johanny et aussi pour Marsali. Marsali, c'est une personnalité qui est intelligente, qui est forte. On l'a découvert dans la saison 3. Johanny, c'est une petite fille qui est très douce. Donc ce sont des jeunes filles, voilà, qui sont bien élevées, je dirais. Et on retrouve une connexion immédiate entre Brianna et Johanny. Ces deux-là n'ont pas de lien de sang, mais ça match entre elles. C'est vrai qu'elles ont des points communs évidents que l'on découvre au cours de l'épisode. Et ce n'est pas que la couleur de leurs cheveux. C'est aussi ces histoires de ce qu'elles ont observé, des histoires d'amour de leurs parents. Il y a aussi l'ironie du parallèle entre Brianna et Marsali. Lyrie prend soin de Brianna et de l'autre côté, c'est Claire qui prend soin de Marsali. Il y a une volonté des auteurs aussi de créer un parallèle entre Lyrie et Frank, qui sont tous deux des victimes malheureuses de l'histoire d'amour entre Claire et Jamie, forcément. Ils ont tous les deux vécu un mariage sans avoir un retour sur la profondeur de leur amour. Et ça donne, je trouve que au-delà du parallèle qui est construit dans l'épisode, on voit que Brianna met en perspective en fait les histoires que lui raconte Lyrie, même si à ce moment-là elle n'a pas compris qu'elle parlait de Jamie. Ça lui permet de prendre du recul sur le mariage et sur l'échec du mariage entre ses parents en fait. Et ce qui est terrible pour Lyrie et pour Frank, c'est qu'ils ont tous les deux eu une deuxième chance, mais malgré tout, ça ne l'a pas fait. Donc les voilà. Et ce que nous, spectateurs, on attendait depuis le début de l'épisode, c'est la révélation de l'identité de Brianna pour Lyrie. Donc pour nous, il y avait une forte anticipation. Et au moment où c'est révélé, il y a une sorte d'ironie dramatique. On savait très bien que ça allait se passer. Et Lyrie comprend qui est Brianna bien avant l'inverse. Brianna, il lui faut un peu plus de temps pour comprendre. Et c'est qu'à l'évocation du procès des sorcières qu'elle fait des liens. Elle pouvait difficilement les faire avant, parce que, si vous vous souvenez, Claire a raconté son histoire elle a tout raconté pendant une nuit à Brianna et Roger. Je pense que ça doit être peut-être c'est le dernier épisode de la saison 2. Tiens, je ne sais plus maintenant, j'ai un petit doute. Je crois que c'est là. Et donc voilà. Et donc dans la révélation de l'identité de Brianna, on redécouvre la véritable nature de Lyrie. Ça ressort. Dès que ça touche à Jamie, elle devient hystérique. C'est presque viscéral. Elle a des paroles très dures envers Brianna lorsqu'elle lui dit que Jamie ne voulait pas d'enfant. Maintenant il va falloir que Brianna fasse avec ça. Super. Donc je disais, Lyrie est toujours aussi folle. Elle est vicieuse. Et si vous vous souvenez, Murtagh, dans la saison 1, avait prédit, il avait dit à Claire que Lyrie resterait une gamine immature toute sa vie. Et là, on en a vraiment la preuve. Et ce qui met encore plus le feu aux poudres, c'est quand Brianna dit ce truc insensé à propos de l'incendie duquel elle doit sauver ses parents.
Ça, c'est forcément inquiétant pour Lyrie, hein, ça, c'est complètement incompréhensible pour elle. Mais ce que j'aime à ce moment-là, c'est que quand Lyrie sort toutes les gentillesses qu'elle a à dire sur Claire, Brianna défend sa mère bec et ongle. Et donc là, on voit que, on n'en doutait pas forcément, mais on voit l'amour que Brianna porte à sa mère et elle est en capacité aussi, on voit sa force de caractère et on voit que Brianna est en capacité de dire ses 4 vérités à Lyrie. Donc elle se retrouve enfermée, Brianna, et c'est Johanny qui la libère. Et même si là encore, hein, cet épisode n'est pas censé nous donner des informations sur Johanny, je trouve ça beau que Johanny finalement considère Brianna pour ce qu'elle est et non pas par rapport à sa mère et aux critiques que Lyrie peut lui adresser et puis à ce qu'elle ressent certainement elle-même aussi pour Claire puisqu'elle lui a piqué son papa, quoi. Et en fait, on pourrait penser, enfin ce que Johanny pense de Brianna, on peut penser la même chose d'elle, c'est-à-dire que finalement, elle non plus, elle n'a pas à être comparée à sa mère. Elle n'a pas hérité de cette méchanceté. Et voilà, cette méchanceté qu'a Lyrie n'a pas d'éteint sur Johanny et je trouve ça beau. Donc voilà pour Lyrie et dans ses interactions avec Brianna. Alors maintenant, je passe à l'histoire de Roger. Roger, lorsqu'on le découvre dans l'épisode, il est accompagné à Craignadoon par Fiona, hein, son amie Fiona. On se demandait s'il allait suivre Brianna, hein, lorsqu'on l'a laissé à la fin de l'épisode 5, on a la réponse, même si on n'en doutait pas vraiment. Le petit bémol, c'est qu'on peut quand même avoir des doutes sur la force de l'amour qui unit Brianna et Roger. Donc même si on savait qu'il allait la suivre, franchement, c'est une grosse démarche. C'est pas une évidence, hein, la force de cet amour à l'écran, je veux dire. On manque quand même cruellement de contexte. On les a surtout vus s'aimer, se déchirer, ne plus se parler, ne pas savoir communiquer. Mais en tout cas, voilà, Roger aime suffisamment Brianna pour la suivre et entreprendre cette aventure périlleuse au XVIIIe siècle. Et donc, quand il est sur les hauteurs de Craignadoon, lui entend le bourdonnement. Ce n'est pas le cas de Fiona, hein. Et donc, je vous parlais lors du précédent décryptage des images que j'aime bien, que j'aime bien identifier dans le générique. Et donc, dans le générique, on voit une femme qui touche une pierre, mais qui ne disparaît pas. Et donc, c'est Fiona. Et c'est issu d'une scène coupée dont je publierai le lien sur mon site internet. Elle n'est pas traduite, mais je vous en donne un peu la teneur en résumé sur le site. En réalité, les auteurs avaient suivi un peu ce qui se passe dans le roman. Et donc, Roger a fait un premier faux départ. Parce que vous le savez, hein, pour voyager dans le temps, il y a plusieurs choses qui sont essentielles. On le voit là dans l'épisode, a priori, il faut une pierre précieuse. Et puis, il faut aussi penser fort à la personne qu'on souhaite rejoindre. Et dans son premier départ, Roger pensait à son père, à son vrai père, son géniteur. Et donc, il fait un petit voyage rapide là où se trouve son père. On n'a pas plus de détails. Et donc, il est rejeté des pierres. Et pour son deuxième départ, comme il a déjà, entre guillemets, cramé sa première pierre précieuse, Fiona lui donne sa bague de fiançailles. Donc, c'est ce qu'on voit dans la scène coupée. Je trouve vraiment dommage qu'elle ne soit pas dans l'épisode. Vraiment, là, enfin, autant on peut dire la même chose de toutes les scènes coupées, mais celle-là, un grand regret qu'elle n'y soit pas. Parce que on découvre un peu du mystère autour du père de Roger. Même si ça ne nous intéresse pas trop à ce moment-là de la série, ça peut quand même nous intéresser pour les saisons à venir. Donc ouais, dommage. Et donc dans la suite du périple de Roger, on découvre qu'il est tenace, hein, qu'il est déterminé, notamment à se faire embarquer sur le bateau de Stephen Bonnet. On voit aussi qu'il a pris son nom de naissance, Mackenzie, et non pas Wakefield. Ce choix n'est pas expliqué, mais c'est vrai que peut-être ça sonne un peu plus écossais, je sais pas. C'est difficile à expliquer ce choix. Ou peut-être aussi que c'est un retour aux sources pour lui. Et puis on découvre Roger un peu en défenseur de la veuve et de l'orphelin.
même si Morag Mackenzie et son bébé... Morag n'est pas veuve, son mari, mais on ne le voit pas sur le bateau. Et ça nous permet de voir que Roger a beaucoup d'humanité. Il a sincèrement bon cœur. Même s'il doit se mettre lui-même en danger, voilà, ça lui fait pas peur. Il prend la défense des plus faibles. Et ça, c'est un trait de personnalité qu'on découvre vraiment pour Roger. Et donc voilà, l'épisode nous présente un Roger sympathique, mais je trouve que ce n'est pas tellement lui qui est mis en lumière dans toutes ces scènes. Et en réalité, c'est surtout Stephen Bonnet qu'on découvre énormément dans toutes ces scènes et dans toutes ces séquences. Et j'en parle tout de suite. Et donc voilà, je vais vous parler de Stephen Bonnet. Alors je vais tout de suite mettre de côté cette encore énorme coïncidence. Comment Stephen Bonnet se retrouve capitaine d'un bateau après ce qu'on avait découvert de lui dans l'épisode 1 de la saison. Franchement, c'est surprenant, mais voilà, le monde d'Outlander est fait de coïncidences. Et donc ça, ce n'est pas une création de la série, c'est écrit comme ça dans le roman, donc pas de souci. On suit et on avance avec ça. Brianna comme Roger, finalement, font face à des adversaires de Claire et de Jamie. C'est assez marrant, là aussi, les coïncidences. Et pour Stephen Bonnet, la vie est comme un jeu de hasard. Pile tu vis, face tu meurs, ou peut-être que c'est l'inverse. Et j'ai envie de dire, heureusement que la chance est du côté de Roger dans l'épisode, parce que, donc, il aurait pu manquer le bateau et il aurait pu aussi être jeté par-dessus bord. Donc, merci les coups du sort. Et ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a de belles interactions entre ces deux acteurs, Ed Spillers et Richard Rankin. À l'écran, ça fait vraiment des étincelles. Franchement, quand Ed Spillers est à l'écran, je trouve que c'est électrisant. Il a cette espèce de... Enfin, moi, il me fascine par son jeu d'acteur. Il rend la présence de Stephen Bonnet menaçante. Il y a un jeu corporel pour incarner ce méchant qui est juste remarquable, avec ses petits mouvements de cou, ce regard. Et en même temps, parfois, il peut être attendrissant. Enfin, je sais pas. Il joue sur cette dualité. C'est très, très bien joué. Et sur le bateau, Stephen Bonnet est craint. Ça se voit, ça se ressent. Tiens, j'ai envie de faire une anecdote sur le bateau, là. Les décors du bateau de Stephen Bonnet sont ceux de l'Artemis, donc le bateau de Jamie et Claire dans la saison 3. Pour la petite info, les auteurs, les producteurs ont fait revenir par bateau tous les décors intérieurs de l'Artemis. Et donc, on n'a aucune scène, vous l'avez peut-être remarqué ou pas d'ailleurs, mais il n'y a aucune scène qui se joue sur le pont du bateau. Tout se fait de l'intérieur. On aurait pu imaginer quand même que les gens atteints de la variole soient jetés depuis le pont. Mais ils ont dû trouver une astuce pour que ça se fasse de l'intérieur, parce que faire jouer des scènes où on voit la mer, ça nécessite énormément d'effets spéciaux. Et là, ils ont souhaité consacrer le budget à d'autres choses qu'à ça. Donc, je ferme la parenthèse de l'anecdote. Moi, je trouve qu'on en apprend tellement sur Stephen Bonnet en si peu de temps d'écran. C'est super bien écrit, en fait, tous ces passages. Et Stephen Bonnet prend de force ce qu'il n'a pas. La scène avec ce bébé qui pleure et où il lui glisse un doigt imbibé d'alcool dans la bouche pour apaiser sa poussée dentaire. Donc effectivement, c'est ce qui peut se faire, et c'est d'ailleurs une anecdote que donnent les Écossais. On frotte les gencives des bébés avec du whisky lorsqu'ils ont des poussées dentaires. Mais là, on sait pas trop. Moi, je sais pas si c'est un vrai geste de bonté de la part de Bonnet, et j'ai presque envie de dire que non. Je fais un parallèle avec la scène de l'épisode 1 de cette saison, lorsque Bonnet récupère la bague de Claire dans sa bouche en lui fourrant justement le doigt dans la bouche. Il lui prend de force cette bague. Et là, le bébé, lorsqu'il l'a dans les bras au départ et qu'il le berce un peu, le bébé, il se calme pas du tout. Au contraire, il crie de plus belle. Et donc, il lui fourre son doigt dans la bouche pour faire voir aux autres que lui aussi est capable d'apaiser ce bébé. Donc, je trouve que c'est très, très dérangeant, en fait. Et il nous apparaît comme le sociopathe qu'il est, avec un pragmatisme assez glacial. La vie des autres n'a pas de valeur pour lui. L'horreur de cette scène lorsqu'il pousse cette fillette par la fenêtre de sa cabine, et la maman qui suit tout de suite après, c'est waouh.
C'est juste horrible. Et en même temps, c'est ce qu'il dit, s'il ne fait pas ça, tout le bateau peut être malade et il peut perdre une partie de son équipage et ne jamais rallier les Amériques, en fait. Donc c'est du pragmatisme. Mais bon, que ferait-on à sa place? Je suis pas sûre qu'on jetterait les enfants par-dessus bord. Et ce que je relève aussi, c'est que lorsqu'il raconte son expérience de jeune adulte, il dit qu'il avait 17 ans lorsque les artisans ou les maçons ont voulu l'ensevelir et que ça s'est joué à pile ou face. Il raconte cet épisode de sa vie qui semble quand même l'avoir marqué et l'avoir traumatisé. Il y a zéro émotion, en fait. Il le raconte de manière assez linéaire. Et cette histoire de jouer à pile ou face, on comprend que ça ne sort pas de nulle part. C'est très, très ancré dans sa psychologie. C'est associé à de la peur et à de la douleur de cet épisode marquant de sa jeunesse. Et ce qu'on voit aussi lorsqu'il raconte ça, c'est qu'il ne comprend pas du tout pourquoi les autres ne l'aiment pas. Et il y a sans doute chez Bonnet ce sentiment de rejet qu'il ressent de manière sous-jacente, là, comme ça, et qu'il n'exprime pas clairement. Pour lui, c'est de l'incompréhension. Et ouais, du coup, tout ça en fait un très, très bon candidat pour le nouveau méchant pour les suites de la saison d'Outlander. Pour conclure, je dirais que dans cet épisode, les choses avancent. C'était un peu moins le cas dans l'épisode précédent où c'était plutôt statique et où l'intrigue n'avait pas énormément progressé. Ici, Brianna et Roger avancent tous les deux vers l'Amérique. Brianna a cheminé aussi intérieurement. Et je trouve que c'est un épisode qui sert les personnages de façon magistrale. Ils ont tous des moments particuliers où ils se révèlent d'une façon ou d'une autre, que ce soit Frank, Lyrie, Brianna, Roger, Bonnet ou Joanie, même si évidemment certains nous intéressent moins que d'autres. Et donc je disais en introduction, Claire et Jamie ne m'ont pas manqué. J'ai vraiment adoré la mise en lumière du personnage de Brianna et sa relation avec Frank. Les images de la fin d'épisode sont pour moi vraiment marquantes. Ils font partie de ces images dont on se souvient de la série, de par la réalisation, de par ce que ça raconte en fait sur les personnages. Frank dit à un moment donné dans l'épisode à Brianna, il faut aller de l'avant, soldier on. Eh bien, moi, je vais continuer à aller de l'avant dans mes décryptages. Il m'en reste 6 avant la fin de la saison et j'en aurai terminé. Je serai prête pour la saison 6, en espérant qu'elle arrive bientôt. Bien écoutez, je vous remercie encore de m'avoir suivi sur ce décryptage. Merci à celles et ceux qui étaient présents sur le chat. Comme toujours, c'était un immense plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.